personnes. On s'installe plutôt là-bas? Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle, de la digitalisation, SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Thierry Bobineau de MyRHline. Bienvenue Thierry. Tout d'abord, vous propose-t-on un thé ou un café? Ah, plutôt café. Parfait, on sort un petit café. Sans plus attendre, pouvez-vous vous présenter Thierry? Eh bien, j'ai passé une trentaine d'années chez différents éditeurs de SIRH, à des postes assez variés, opérationnels et de direction commerciale, marketing. J'ai également dirigé un centre de formation RH pendant 4 ans. Et j'ai rejoint MyRHline il y a une petite année maintenant en tant que directeur conseil RH, avec entre autres missions la création d'un club GTA. Alors, le think tank Club GTA par MyRHline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va partager déjà quelques constats. Donc, la GTA, donc gestion des temps et des activités, c'est tout d'abord un marché de niche en France qui représente un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires global. C'est un domaine avec une assez faible visibilité, que ce soit auprès des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et même auprès des DRH, on peut dire. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'acteurs qui dominent ce marché, mais avec des réalités très différentes, des offres et des positionnements très variés. Ce club GTA, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'essayer de fédérer cet écosystème, de mettre en commun et de partager des bonnes pratiques, pour lui donner donc un petit peu plus de visibilité, et également étudier les tendances et les réalités de ce marché, qui encore une fois est un marché de niche qui n'intéresse pas vraiment les grands acteurs de veille stratégique. Et donc, c'est une des missions que nous nous sommes fixées chez MyRHline. En gros, donner de la visibilité, mutualiser, fédérer cet écosystème de la GTA en France. Et quel est le panorama, le constat que vous faites sur ce marché français du secteur de la GTA? En fait, on constate sur ce marché français, qui encore une fois est très particulier. Alors, je vais préciser cette notion. Il est particulier dans le sens où, en France, les leaders ne sont pas ceux que l'on retrouve dans d'autres pays de taille équivalente à la France. Les leaders en France sont principalement des acteurs français, à capitaux français ou à forte culture française, filiale française de groupes étrangers par exemple. Et ça, c'est une particularité en France. Donc, on retrouve depuis 30 ans, malgré tout, les mêmes acteurs qui sont stables. Ils se divisent en deux catégories. Ce qu'on appelle les généralistes, c'est-à-dire des entreprises, des éditeurs de logiciels qui en général ont un fort savoir-faire dans le domaine de la paye et du SIRH et qui proposent en complément une brique de GTA. Donc là-dessus, on va trouver les grands acteurs de la paye que tout le monde connaît en France, mais aussi des éditeurs de ERP, par exemple, qui ont un module GTA intégré dans leur ERP. Ceux-ci, on les appelle les éditeurs généralistes. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis 10 ans. Ils ont un développement aujourd'hui très limité, mais ils ont de grosses bases installées qui vont vivre pendant des années. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le développement ne se fera pas avec ces éditeurs généralistes. Donc la deuxième catégorie, donc identifiée par MyRHline, c'est des éditeurs spécialistes avec des solutions de type best of breed. Eux-mêmes se divisent en deux catégories, ce qu'on appelle les acteurs historiques, en gros qui étaient là avant le développement du SaaS, donc en gros qui étaient là il y a une vingtaine d'années, et de nouveaux entrants qui sont arrivés depuis 10-15 ans, en même temps que le développement du SaaS. Mais il est très clair que ces nouveaux entrants ont développé de nouveaux segments de marché. Ils n'ont pas réellement pris ou à la marge de marché aux acteurs historiques. C'est-à-dire que les pure players d'il y a 20 ans ont toujours aujourd'hui des développements et des croissances très significatives. Donc, grande stabilité chez les généralistes, chez les pure players de la GTA historique, et arrivée de quelques nouveaux entrants qui ont pris des parts de marché, mais qui ont surtout développé de nouveaux segments de marché. Du coup, qu'avez-vous tiré comme principaux enseignements de cette première phase, donc de la cartographie de cette étude?
Alors déjà, pour faire cette cartographie, on a interrogé de très nombreux éditeurs, des acteurs comme des intégrateurs par exemple ou des cabinets SIRH et également des entreprises utilisatrices. Alors ce qui ressort, c'est tout d'abord que dans les projets de GTA qui sont menés actuellement en France, il y a toujours le souci de la conformité. Mais cette conformité, désormais, est plus vue comme un prérequis. On constate une montée en puissance d'autres objectifs, en particulier la recherche d'efficacité RH. Alors ça va de la productivité administrative RH jusqu'à l'amélioration de la marque employeur, recherche de productivité au sens des opérations, amélioration du service client. Alors, on constate également, ça a été confirmé par de très nombreux acteurs, qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante des attentes des collaborateurs. Autre phénomène constaté, c'est que les métiers dans l'entreprise et les utilisateurs sont de plus en plus impliqués dans les projets de GTA. Dernier constat, c'est que la planification des équipes est vraiment vue désormais comme un levier d'optimisation opérationnelle et non plus comme un outil de gestion au sens administratif RH. Donc on parle bien de planification prévisionnelle là. Absolument. On parle de la planification prévisionnelle des effectifs qui trouve aujourd'hui une vraie légitimité dans les organisations. Et tout le monde comprend bien que cette planification aujourd'hui, elle joue sur des leviers de performance opérationnelle, même si elle a aussi comme objectif, naturellement, de garantir la conformité. Du coup, l'environnement GTA évolue, on le sent bien, le A de GTA est de plus en plus présent dans les projets et les attentes. Est-ce que vous le constatez et qu'en tirez-vous comme expérience ? Alors, c'est un retour qu'on a eu de nombreux acteurs. Effectivement, le A de GTA semble prendre du poids dans les projets. Alors, ça concerne la planification prévisionnelle des équipes et le suivi des activités. Dans la mesure où la fonction RH prend en charge la GTA au sens administratif, c'est-à-dire la conformité et l'alimentation de la paye principalement, qu'il s'agit ici de domaines qui sont aujourd'hui, alors on ne va pas dire stabilisés parce que c'est en constante évolution, mais on constate depuis quelques années qu'on a quand même moins d'évolution réglementaire qu'on en a eu dans le passé. Aujourd'hui, il y a un effort donc, qui est très clairement porté par les organisations sur la partie productive au sens des opérations de la gestion des temps et qu'effectivement, elles consacrent des budgets plus importants sur la planification, l'optimisation des plannings de travail et sur le suivi d'activité qui est le pendant puisqu'il consiste à savoir où passe le temps pour les projets ou les activités de l'entreprise. C'est un constat qui est formulé par pas mal d'acteurs et il faut d'ailleurs noter qu'un certain nombre de nouveaux entrants sur le marché ont d'abord commencé par la planification avant de s'intéresser à d'autres sujets plus administratifs de la gestion des temps. Donc ça, c'est ainsi très visible de cette orientation du marché. Du coup, peut-on parler d'une sorte de mise en place d'un cercle vertueux, d'une recherche en fait effectivement de mieux travailler à chaque étage de l'entreprise entre RH, manager, collaborateurs ? Alors c'est un point qui revient très régulièrement. Effectivement, la plupart des acteurs disent aujourd'hui ces projets de GTA deviennent de plus en plus transverses, c'est-à-dire que les métiers sont impliqués dans les réflexions. Et ils sont également de plus en plus horizontaux dans le sens où ça part de la direction pour passer par les managers jusqu'aux salariés qui sont de plus en plus impliqués dans le choix des solutions et dans leur mise en œuvre. Donc il y a une sorte de matrice là qui est en train de se développer entre la couverture fonctionnelle de plus en plus large de la GTA avec des besoins de planification, de gestion des temps au sens administratif et de suivi d'activité, et dans l'autre sens des populations qu'on ne voyait pas aussi souvent que ça dans les projets il y a 20 ans, donc qui sont les managers et les collaborateurs. Tout ça, effectivement, vise également la performance opérationnelle de l'organisation. Et du coup, comment ça se matérialise ça dans l'entreprise ? Est-ce que vous avez des exemples concrets de projets, d'éléments qui vous sont remontés par les acteurs du terrain ? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises, il y a des POC qui sont réalisés par un certain nombre d'entreprises pour vérifier si les concepts résistent à la réalité des opérations de tous les jours. Mais la prise en compte de cette dimension, de ces attentes managers et collaborateurs, oui, aujourd'hui, on la voit qui s'illustre de façon très concrète. Par exemple, une entreprise dans le domaine touristique qui a identifié, donc suite à une enquête auprès de ses collaborateurs, que la pénibilité qu'ils vivaient en termes d'horaire de travail, c'était les changements
trop rapproché d'emploi du temps. C'est-à-dire quand on leur disait, tu t'es prévu de travailler le matin, tu vas travailler l'après-midi, le week-end prochain. Ça, pour les salariés, c'est vécu comme un facteur de pénibilité. Ils ont donc négocié un accord d'entreprise où ils se sont engagés à ne pas changer les plannings de travail annoncés aux collaborateurs 14 jours à l'avance. C'est-à-dire que s'il y a une modification la dernière semaine, ils acceptent de dégrader le service client, mais ils ne vont pas demander à leurs collaborateurs de changer d'horaire de travail. Donc, pour gérer ça, c'est une mécanique un peu particulière, et donc il faut une solution qui peut gérer ça. Il y a également des expériences réalisées dans le domaine de l'autoplanification, où le manager expose la charge de travail à couvrir, et les collaborateurs vont pouvoir s'auto-affecter, alors individuellement, sur des créneaux horaires, ou en discutant avec leurs collègues, en trouvant par eux-mêmes des solutions pour s'arranger entre eux. Ça a plusieurs vertus. D'une part, ça responsabilise les gens. La deuxième vertu, c'est que ça leur permet d'avoir une certaine souplesse, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'un petit peu de flexibilité un matin ou un soir pour une contrainte personnelle, ils peuvent prévoir cette flexibilité dans le planning. Et la troisième vertu qui a été observée, c'est que globalement, quand on permet aux salariés de s'auto-planifier, il y a souvent un gain de productivité à la clé. Alors, reste à voir si c'est durable et si ça résiste dans le temps, mais c'est un premier constat. Dans les autres exemples, c'est la mise en place de systèmes de préférence de travail où le salarié peut exprimer ses attentes, dire moi ça m'arrange pas trop de travailler le mercredi après-midi ou le lundi matin, ça m'arrangerait de commencer à 10h. Dernière expérience que j'ai vue il y a quelques temps, c'est une entreprise industrielle qui avait développé un système d'affectation sur les plannings par affinité. Ils encourageaient leurs collaborateurs à s'affecter de façon affinitaire. Ils ont mis en place un petit outil informatique qui permet aux collaborateurs d'aller travailler avec les gens qu'ils apprécient le plus. Et on en parlait en off tout à l'heure. Il y avait aussi cet aspect où aujourd'hui le collaborateur a de plus en plus d'influence aussi sur le service, le prescripteur final, le client final. Donc une certaine éducation qui est menée par l'organisation auprès de ses clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors ça, on le constate tous les jours dans notre vie personnelle. Aujourd'hui, on doit jongler avec des contraintes horaires qui sont imposées. Par exemple, un restaurant qui est fermé du lundi au mercredi. Un centre d'appel qui n'assure pas le service pendant un pont parce qu'ils ont donné le pont à tous leurs collaborateurs. On a une situation assez étrange, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un client qui est de plus en plus exigeant, mais ce client, il est aussi de temps en temps un collaborateur d'une entreprise. Et là, quand il est collaborateur d'une entreprise, lui, il a des attentes et il a des contraintes. Il cherche à équilibrer ses contraintes personnelles et sa vie professionnelle. Les attentes des clients augmentent et les attentes des collaborateurs augmentent. Et elles peuvent être contradictoires. Donc, dans un certain nombre de secteurs, effectivement, des entreprises utilisatrices, voire des administrations, m'ont expliqué qu'elles acceptaient une dégradation du service client pour donner la priorité à leurs collaborateurs. Alors, ça m'a même été expliqué dans des secteurs où je n'aurais pas pensé du tout, c'est-à-dire qu'ils ont des plages, ils ont des tranches où ils savent que le service est dégradé parce qu'ils n'ont pas de solution pour répondre aux attentes. Mais on aura certainement dans l'avenir, dans ces activités-là, besoin de faire un petit peu plus de pédagogie et d'éduquer les clients, c'est-à-dire de dire voilà la situation du marché de l'emploi, on n'a pas de solution miracle, il nous manque du personnel, on le voit de plus en plus souvent, donc on a quelques dégradations de services à prévoir sur un certain nombre de segments horaires. Vous en parlez, effectivement, il y a cet aspect mieux travailler, la qualité de vie au travail, le social planning, qui a une sorte d'émancipation du collaborateur qu'il faut donc positionner le cœur du processus de la GTA, ou y a-t-il d'autres visions ? On ne dit surtout pas, nous, chez Mayara Schlein, qu'il faut placer le collaborateur au centre. C'est un constat que l'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs qu'on a interviewés, les intégrateurs ou encore les entreprises, nous ont très souvent dit, aujourd'hui, il y a la dimension collaborateur dans les projets GTA. Cette dimension, on ne la traitait pas forcément il y a encore quelques années. Elle est apparue assez brutalement, il faut bien le dire, avec le Covid. Tout le monde dit que le Covid a quand même changé fondamentalement les règles du jeu, qu'il a placé le collaborateur sur le devant de la scène. On a compris, et en particulier pour certaines populations qui étaient assez souvent oubliées dans les projets de GTA, donc ce qu'on a appelé les salariés de la première ligne. Ces salariés, il fallait les intégrer dans les solutions, mieux les gérer et prendre en compte leurs attentes, parce qu'aujourd'hui, ils sont souvent sur des métiers pénuriques où on a du mal à trouver du monde. Donc depuis 3-4 ans,
Il y a eu un changement de paradigme dans l'approche des projets de GTA en disant il faut qu'on commence à faire attention aux attentes des collaborateurs et aussi, très important, aux attentes des managers. Et là, on n'est plus réellement dans le domaine de la conformité des processus RH, on est bien dans une dimension sociologique, entre guillemets, c'est-à-dire que si on veut fidéliser nos collaborateurs, si on veut garder nos managers, il faut leur donner des outils, alors d'une part pour qu'ils travaillent bien, d'autre part pour leur donner dans la mesure du possible quelques réponses à leurs attentes, parce que c'est ce que tout le monde dit, il n'est jamais possible de répondre à toutes les attentes, toutes les demandes que l'on peut avoir des collaborateurs. Mais si déjà on peut en traiter quelques-unes, essayer d'adapter les plannings aux préférences individuelles, de réduire la pénibilité de certains postes, de donner une sorte de flexibilité dans les horaires de travail, tout ceci étant contrôlé bien sûr, hein, et tout ceci se faisant dans le respect de la charge à produire. Alors si on peut faire ça sans mettre en place une usine à gaz, eh bien il faut le faire. Et là on sent très clairement cette tendance, elle a été confirmée par beaucoup d'acteurs, et en particulier ceux qui ont des gros savoir-faire sur la planification, que c'est quelque chose qui est en marche. Ça peut aussi changer. On voit que le monde bouge en ce moment assez rapidement, mais il n'empêche que cette tendance, elle est là. Et en gros, le leitmotiv, ça serait de dire si on peut donner du confort à nos salariés sans dégrader le service client, sans dégrader la performance de nos opérations, alors il faut le faire. Et il faut chercher des solutions qui apportent cette possibilité. Les enjeux de chaque organisation lui sont propres. On observe un véritable besoin de profondeur, de plus de paramétrage, d'adaptation, de capacité. On parlait de flexibilité tout à l'heure. Quelle est votre perception là-dessus? Quelles sont les attentes? En réalité, en fonction de la taille des entreprises utilisatrices, en fonction de leur secteur d'activité, de la tension dans leur domaine d'activité sur le marché de l'emploi, les objectifs sont finalement assez différents et les contraintes de mise en œuvre des projets de GTA suivent. Donc, on va trouver des entreprises qui attendent des solutions parfaitement adaptées à leur contexte, à leur processus, qui sont prêtes à mettre de l'argent pour avoir quelque chose d'abouti, à accepter même une certaine forme de complexité pour couvrir la globalité de leurs besoins et qui vont rechercher une intégration avec leur système d'information assez avancé. Complètement à l'opposé, on va trouver souvent des petites entreprises, des TPE, des PME, pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup de structure interne en termes de services RH et qui pour autant ont aussi des besoins. Et ces petites entreprises vont plutôt chercher des solutions simples, packagées, rapides à mettre en œuvre, peu coûteuses, et sont prêtes à accepter que ces solutions ne gèrent pas la globalité du besoin. Ils vont partir du principe que si ça répond à 80% de leurs besoins, c'est suffisant, et on va accepter de faire un petit peu d'Excel à droite à gauche, on va accepter de faire un petit peu de ressaisie manuelle dans différentes applications, mais on aura une solution qui a le mérite déjà d'apporter une réponse avec un investissement limité. Et puis entre les deux, on va trouver des entreprises, donc des PME, des ETI, qui cherchent des solutions plus ou moins personnalisées, qui peuvent accepter certaines limites des solutions, vont chercher des compromis entre la simplicité d'utilisation et le traitement des besoins. Entre les très grandes organisations et les TPE, on va effectivement trouver des belles PME qui sont un petit peu à la croisée des chemins. Elles ont besoin de solutions flexibles, donc elles ont besoin de solutions personnalisables pour servir tel ou tel de ces objectifs. Elles ont également besoin de solutions évolutives. Les accords d'entreprise vont évoluer, les pratiques dans le secteur vont changer, les contraintes de recrutement, de fidélisation des salariés ne seront peut-être pas les mêmes dans 3 ans. Donc il faut que les solutions aient une capacité d'évolution pour s'adapter à ces nouvelles contraintes. Et puis, troisième point, je réinsiste là-dessus, c'est la capacité à prendre en compte des dimensions sociales dans les projets. Et ça, c'est un petit peu nouveau, pour mettre le collaborateur et le manager au cœur des projets et leur apporter un confort de travail, un sujet sur lequel on était un petit peu moins vigilant il y a quelques années. Du coup, nous l'aurons compris, l'environnement SIRH, GTA, planification évolue fortement depuis quelques années. Nous avons des attentes et des contraintes qui sont de plus en plus agiles, notamment dans cette capacité à créer un cercle vertueux de la planification, donc ce qu'on appelle le prévisionnel, jusqu'à la GTA qui classiquement était perçue comme juste l'acquisition des temps de présence. Merci Thierry et n'hésitez pas à revenir vers nous le plus vite possible.
Je prendrais bien un thé.